Bon après-midi. Alors, un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste préciser que, moi, je suis historienne de l'art et non théoricienne des médias. Alors, je vais pas comme creuser la question du numérique dans toutes ses facettes techniques et technologiques, mais vraiment plus peut-être aller plus dans le sens d'une anthropologie ou d'une sociologie des effets du numérique sur nos sociétés, puis comment les artistes répondent de ces effets-là. Fait que je vais comme vraiment élargir la question par rapport à ce qu'on a vu ce matin. Puis surtout, on va aborder la question du numérique vraiment en aval de ce que Philippe Aubert nous a exposé ce matin, c'est-à-dire que, lui, il nous a vraiment ramené au rudiment de faire comprendre, les fondements du numérique, d'où ça émerge également. Nous, on est vraiment là, vraiment plus en avant de ça. On est dans ses effets, ses répercussions sur la société, comment ça se manifeste dans une myriade de pratiques sociales, culturelles, et comment les artistes se positionnent en quelque sorte par rapport à ces pratiques-là. Pour aborder ma question très large, je vais prendre des pas pire détours, je vous avertis. Alors, je vais aussi reculer un peu dans le temps. On va aborder des questions même philosophiques pour un peu comprendre des paradigmes de pensée, des paradigmes culturels dans lesquels s'inscrivent nos pratiques culturelles liées au numérique aujourd'hui. Donc, pour un peu mettre les fondements là, de cette discussion-là, je veux d'abord vous initier à certaines grandes notions comme l'humanisme et le post-humanisme. Hein? On va essayer de rapper ça rapidement. Je ne sais pas comment je vais faire, mais bon, on va y aller. Je vais brosser large. Là. Donc, l'humanisme, c'est vraiment c'est une vision du monde qui émerge à la Renaissance, mais qu'on peut surtout associer au siècle des Lumières, donc la révolution scientifique, les grands philosophes, l'émancipation de la pensée rationnelle, etc. Et c'est une vision du monde qui gravite essentiellement autour de l'homme, comme la vision précédente gravitait beaucoup autour de Dieu dans un schème théologique. C'est comme la grande révolution de l'humanisme, si vous voulez. L'humanisme, c'est vraiment c'est une vision du monde qui cherche à émanciper l'humain de toute forme de tutelle, dont la première de la religion, puis de ça va émerger justement au siècle des Lumières la pensée rationnelle, l'empirisme et les proto-pratiques scientifiques. Mais il y a aussi une volonté d'émanciper l'humain de la nature, c'est-à-dire de le positionner non plus en situation de nécessité par rapport à la nature, mais en position de liberté ou d'autonomie. D'où un peu, justement, l'espèce d'expansionnisme technologique qui part à cette période-là, puis qu'on voit s'enchaîner là, à une vitesse assez rapide pendant le 19e et 20e siècle, et la volonté d'être en meilleure maîtrise de nos moyens dans nos environnements. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que l'humanisme, c'est une vision du monde qui se fonde sur la conviction qu'il existe une essence humaine. C'est-à-dire que l'humain serait doté de traits substantiels, irréductibles, qui, qu'on soit né en 1412 ou en 2044, ce trait-là est toujours là, c'est ce qui nous qualifie d'humain, en fait, qui aurait comme une constante, une valeur stable, si on veut, dans la variabilité de l'évolution, de l'environnement, etc. Et dans ce contexte-là, souvent, quand on parle de notre humanité ou quand on parle de notre humanisme, on a souvent tendance à référer à quelque chose qu'on comprend comme un genre de caractère inné, unique, irréductible, immuable, en fait, et qui importerait d'exprimer selon des valeurs d'authenticité, donc de préserver une intégrité humaine. Puis des fois, on entend parler de pratiques sociales, de technologies, etc., qui dénaturent l'humain. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ça, dénaturer, en fait? C'est un peu le cœur de ma question aujourd'hui. Et là, je veux comme positionner cette compréhension-là de notre authenticité, de notre cohérence en tant qu'humain dans l'évolution, si on veut, des schèmes de pensée jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu la pensée postmoderne qui est embarquée depuis les années 80, qui a commencé déjà à déstabiliser un petit peu cette compréhension-là. La pensée postmoderne s'attachait surtout à la question de l'identité. Et dans la vision postmoderne,
l'identité est malléable. Puis on peut, finalement, on change en fait au gré des circonstances, de nos expériences de vie, de nos cheminements. Et donc, du début de notre existence à la fin de notre existence, on n'est pas pareil à nous-mêmes parce que la vie, nos expériences nous ont transformés. Et donc, il devient convenable dans un schéma postmoderne de réfléchir l'identité selon un idéal de plasticité et même de créativité. On peut se réinventer ou on peut s'inventer tout court, en fait. On peut s'auto-façonner sur le plan identitaire. Là, le post-humanisme, qui est un schéma, disons, plus vaste encore, le post-humanisme, lui, se fonde sur l'idée que non seulement l'identité, mais vraiment carrément la nature humaine est malléable et change au gré du temps, des circonstances, des évolutions naturelles, artefactuelles et technologiques. Et dans ce schéma-là de compréhension, toutes les innovations technologiques interfèrent dans ce qu'on appelle notre nature humaine, viennent un peu comme dans une boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'on engendre des technologies dont on se sert, qu'on instrumentalise dans nos sociétés. Et en retour, ces technologies-là ont un effet sur notre manière de nous développer, d'évoluer, de nous organiser en collectivité, en société, et influencent jusqu'à ses fondements ce qu'on qualifie de la nature humaine. Et donc, il n'y aurait pas une humanité propre en soi qui est pareille à elle-même depuis l'Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui. Et autrement dit, de vivre à l'ère de Michel-Ange ou de vivre aujourd'hui, ça fait de nous des humains radicalement différents, en fait, dans notre nature propre, dans cette vision-là. Je voulais juste vous situer là-dedans parce que c'est un peu le schéma dans lequel je veux aborder la question des pratiques culturelles qui sont influencées par le numérique aujourd'hui, puis de comprendre des fois que il faut positionner des craintes ou des anticipations ou des interrogations ou des perplexités dans un continuum comme ça de changement, de transformation, et de comprendre que chaque génération a son lot, en fait, d'inconnus, de changements et de rapports à la différence par les technologies qui sont engendrées via elles et qui coévoluent avec ces générations-là. Donc, on peut parler, comme chez beaucoup de post-humanistes, on peut parler d'une évolution qui est à la fois naturelle dans le temps, mais aussi artificielle ou synthétique, c'est-à-dire l'humain qui s'auto-influence dans son propre cheminement évolutif par les technologies qu'il intègre dans ses environnements. Et ça, c'est ce qu'un théoricien du design, Ezio Manzini, qualifiait de seconde nature. Donc, une présence des technologies dans leur imprévisibilité, avec des impondérables, avec des implications qu'on ne peut pas envisager entièrement, et qui devient, donc la présence des technologies qui deviennent aussi sauvages, aussi imprévisibles, aussi indéterminées que la nature dans son schéma d'interaction avec nous. Et un peu à titre d'exemple par rapport à ça, j'aimerais vraiment évoquer comme une espèce de découverte, puis le déroulement de cette découverte-là qui s'est faite au cours des 19e et 20e siècles. Fait que je vais faire un petit détour dans mon détour sur le posthumanisme, dans les mathématiques fondamentales. Au 19e siècle, il y avait un mathématicien qui s'appelle Henri Poincaré. Je suis à peu près certaine que vous avez au minimalement déjà entendu son nom. Moi, j'ai longtemps connu son nom sans avoir aucune espèce d'idée il y avait à voir avec quoi. Puis Poincaré, au 19e, travaillait déjà les calculs algorithmiques, donc des équations super complexes, et il conjecturait sur la complexité de la nature via les calculs algorithmiques, c'est-à-dire qu'il pressentait que dans la nature, il y avait des structures itératives, et donc ça changeait disons, la vision physique de la nature. Des structures itératives, c'est quand on a un système, par exemple, et que chaque composant du système ont exactement la même structure que l'ensemble du système. Donc c'est comme une structure qui se répète à toutes les échelles de mesure, si on veut, dans un système. Et ça, il avait pressenti ça via des calculs mathématiques, des équations hallucinantes, tout ça, et c'est comme resté latent pratiquement 100 ans après. Donc, il y avait comme une clique de mathématiciens fondamentaux qui étaient comme « Ah, oui, tu sais, Poincaré, il tient quelque chose là, mais on comprend pas trop c'est quoi, en fait. » Ça restait comme un peu intangible ou un peu fuyant par la complexité des équations. Puis, en fait, ça se traduisait, ça avait quoi comme implication dans le réel? Mais on sentait une importance de la découverte, mais qui était comme pressentie sans être vraiment identifiée. Et ça va prendre pratiquement 100 ans avant qu'un autre mathématicien
qui avait les deux mains dans les tout jeunes ordinateurs dans les années 70-80, Benoît Mandelbrot, pour qu'il se développe les toutes premières visualisations de ces fameux calculs-là basés sur les théories de Poincaré. Ce qui nous a donné... Oh, je suis désolée, je vais sauter cette diapo-là. Ce qui nous a donné les premières visualisations des fractales, des formes fractales. Et là, par le relais du travail des ordinateurs qui permettait la mise en application de ces calculs-là et la mise en visualisation, la schématisation, là, pour la première fois en mathématiques, il y avait moyen de pleinement conceptualiser les formes fractales. Et là, il y a eu comme une explosion de compréhension, mais aussi d'application, en fait, des fractales dans les découvertes subséquentes, en mathématiques, mais aussi en technologie. Et il a découlé de ça où, bon, ça, c'est une des premières visualisations de ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot. C'est pas Mandelbrot qui l'avait découverte ou calculée en soi, mais c'est lui qui l'avait visualisée pour la première fois via les ordinateurs. Ici, on a une petite vue d'artiste pas mal chou, là. La raison pour laquelle je vous la montre, c'est simplement parce que dans cette vue d'artiste-là, on voit plus en détail, si on veut, ce que je disais, là, la structure itérative. Donc, ces espèces de volutes-là qui, à toutes les échelles de la structure de cet ensemble-là, se répètent. Et ça, en fait, les mathématiciens, quand pour la première fois, ils pouvaient visualiser, conceptualiser ce matériel-là mathématique avec lequel ils travaillaient depuis si longtemps, ils ont fait « Ah, ben gardons ça, ça ressemble à des choux-fleurs ou à des choux. » Et en fait, il y a plein de ces formes itératives-là dans la nature. À chaque fois que vous mangez du kale, là, ben, vous mangez des fractales hyperboliques, en fait, ou des Pringles. Donc, c'est vraiment des formes qui sont présentes. Mais qu'on n'avait jamais pu comme associer, si on veut, à ces mathématiques fondamentales-là. Et donc, l'énonciation mathématique des fractales est demeurée totalement en gestation, étant donné l'absence de schématisation qui permettait de pleinement faire éclore le concept. Fait que pour moi, cette histoire-là de la découverte, si on veut, visuelle ou par ordinateur des fractales, c'est vraiment un exemple évocateur d'un calcul numérique qui prend le relais de la pensée et qui permet de catalyser, si on veut, ce que la pensée humaine a été capable de concevoir pour mettre en forme ce qui était encore invisible ou intangible. Donc, il y a beaucoup quand toutes les formes de visualisation de données aujourd'hui, il y a beaucoup cette fonction-là de rendre visible ce qui est intangible ou incommensurable, en fait, à cause de trop de variables, trop de données à traiter, à cause du volume d'informations qui doit être intégré dans ces formes de schématisation-là. Donc, c'était juste pour illustrer l'importance du relais, en fait, du calcul numérique avec la pensée conceptuelle, puis de voir comment ça prend de la place, puis comment ça joue un rôle important, en fait, dans la pensée. Et mon petit détour mathématique, ça m'amène à faire un autre détour pour vous parler d'un institut qui s'appelle le Institute for Figuring. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Non, pas particulièrement. C'est une organisation basée à Los Angeles qui entreprend de rendre les concepts mathématiques abstraits, intelligibles et palpables pour un public non initié aux sciences par l'entremise de techniques de visualisation qui sont essentiellement artisanales, populaires, que les gens peuvent faire chez eux, en fait. Et c'est vraiment une organisation qui est dédiée aux dimensions poétiques et esthétiques de la science, des mathématiques et de l'ingénierie. C'est un institut qui a été fondé par deux sœurs jumelles, Margaret et... C'est quoi le nom de sa sœur, donc? Margaret et Judy Weinstein. Margaret qui est une scientifique, ou en fait une vulgarisatrice scientifique, et sa sœur qui est poète et artiste. Donc, c'est vraiment l'espèce de jonction entre ces deux champs de pratique-là. Et les concepts abstraits qu'ils cherchent à rendre tangibles par des pratiques artisanales vont de la géométrie hyperbolique à des formes d'origami mathématique. Et tout ça, c'est pour finalement amener tout ce qui est de l'ordre de la pensée abstraite, qui est comme presque entièrement prise en charge aujourd'hui par des visualisations numériques, et de ramener ça dans le champ de la pratique artisanale, en fait.
Et donc, un des projets qu'ils ont développé, c'est leur fameux Hyperbolic Crochet Coral Reef, où ils se mettent en groupe. En fait, ça devient de la pratique même presque communautaire, de la pratique collective de crochet avec de la laine. Là. Bon, tout le monde s'assoit à jase là, de son week-end, tout ça. Et parce que la technique du crochet avec la laine se place naturellement dans un schème d'hyperbole, en fait. Crée ce qui ressemble à des coraux ou des laitues ou du feuillage ou quoi que ce soit, mais réplique exactement, en fait, la structure hyperbolique. Et donc, c'est comme des espèces de projets pour ramener le savoir abstrait dans la société, pour ramener ça aussi dans les savoir-faire, dans des pratiques qui sont vraiment ancrées dans la matière, dans la durée du temps, dans le travail manuel, pour que les gens comprennent que conceptualiser de la pensée abstraite, c'est pas légataire obligatoirement ou exclusivement à un travail justement de calcul au numérique, à la visualisation virtuelle, qu'il y a des formes comme ça tangibles pour entrer en relation avec ces concepts-là. Donc, ce qui les distingue, des pratiques plus conventionnelles de schématisation, c'est vraiment leur insistance à jouer directement avec la matière. Un autre projet qu'ils ont fait, c'était pour visualiser une autre forme de fractal qu'on appelle l'éponge de Menger. L'éponge de Menger qui est une forme qui devient de plus en plus, si on veut, évanescente au fur et à mesure qu'on la crible, en fait, de trous. Elle devient finalement de la dentelle. Mais ça, c'est un processus infini. Puis à chaque itération où elle se fait cribler dans sa structure, elle perd de sa masse, mais c'est un processus qu'on peut répéter à l'infini jusqu'à ce que ça devienne une genre de dentelle totalement imperceptible. Donc, c'est un concept abstrait. Et ils ont parti tout un projet qui est basé sur les états de recherche d'une infographiste et physicienne, Janine Moseley, qui travaillait à l'Institut Cornell, qui a développé tout le système une technique d'origami, en fait, pour, encore une fois, traduire l'éponge de Menger dans 3 itérations. On s'entend, là, c'est déjà assez compliqué comme ça, pour faire comprendre, en fait, ces concepts-là aux gens. Et la première éponge à 3 itérations qu'elle a construite lui a en fait pris 9 ans de travail collaboratif et d'assemblage avec 66 000 cartes d'affaires. Donc, c'est aussi pour comme dans la durée, dans le temps, dans le labeur, en fait, que ça prend, puis ramener la dimension du travail dans la conception, dans la compréhension des concepts, c'est vraiment de faire ancrer cette pensée-là, puis de vraiment faire réaliser aux gens la complexité, en fait, de ces schèmes-là et de ces formes-là. Donc, en gros, l'Institute for Figuring, c'est un institut qui a vraiment une forme d'engagement intense avec les schèmes de pensée abstraite qui partent finalement des connaissances qui sont légataires des processus numériques, de la visualisation par ordinateur et qui ramènent dans le champ des savoir-faire, de la matérialité, ces schèmes de connaissances-là. Donc, pour moi, c'était comme un aller-retour intéressant entre le relais, encore une fois, entre la pensée humaine, le relais, si on veut, par ordinateur, le relais numérique pour catalyser cette pensée-là, catalyser la mise en forme ou la schématisation, puis ramener ça dans le champ, encore une fois, des pratiques artisanales, humaines, dans la durée puis dans le temps pour ancrer un peu plus le concept. Un peu à un autre niveau, un autre artiste dont j'avais envie de vous parler au niveau de la propension à vouloir confondre les méthodes artisanales et les méthodes numériques. Il y a Simon Starling. Je ne sais pas si Starling, ça vous dit quelque chose, peut-être notamment à Montréal. Je sais qu'il y a eu une exposition au Musée d'art contemporain il y a quelques années. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu son travail. Personne? Même pas à Montréal? Non? Est-ce que vous m'entendez bien à Montréal? Juste pour... Oui? Oui, il y a un pouce levé. OK, ça va. Donc... oui, donc Simon Starling, c'est un artiste, mon Dieu, il est-tu écossais? Ça m'échappe tout d'un coup. Je suis pas sûre, ou anglais. Enfin, il faudrait que je revérifie. Et qui travaille énormément à partir de la matière, puis qui s'intéresse beaucoup, beaucoup aux dimensions de travail
qui sous-tendent le traitement de la matière. C'est-à-dire que souvent, on va comme avoir affaire à des objets dans notre vie du quotidien et on ne réalise pas, encore une fois, la complexité du schème économique, le temps de labeur, les structures socio-économiques qui sont impliquées dans ces objets-là. Un peu comme quand Philippe Aubert évoquait toute la fracture du numérique, là. Donc les espèces d'inégalités puis les réalités de travail qui sous-tendent ces petits objets-là super sexy qu'on traîne avec nous à longueur de journée. Et dans ce cas-ci, Simon Starling a collaboré avec des informaticiens, des programmeurs et un forgeron pour produire la réplique d'une sculpture, ma foi, qui s'appelle comment donc? Le Marteleur, qui est en fait une sculpture en bronze qui date de 1884-85 d'un sculpteur belge, Constantin Meunier. Et donc, il fait la reproduction de cette sculpture-là, du Marteleur, en faisant un scan 3D de la sculpture, grandeur nature, et en programmant par ordinateur tout un travail de ciselage, si on veut, du bronze, donc carrément un bronze qui se fait comme ciselé ou découpé par ordinateur pour faire la réplique de la sculpture. Et ensuite, il a engagé un fonds pour travailler à la chaleur et au martelage la dite sculpture, lui faire une espèce de distorsion, l'étirer d'une manière qui porte à penser que, en fait, ça a été un processus numérique. Donc, l'idée, c'était de jouer un peu sur le subterfuge de la forme, c'est-à-dire d'avoir des procédés numériques qui évoquent le travail manuel, le travail artisanal, pour ensuite avoir une intervention artisanale qui, elle, suggère un traitement ou une espèce de liberté via le numérique, via le 3D sur la sculpture. Et donc, il joue beaucoup sur ces questions-là, de la traçabilité du travail, des processus, pour un peu évoquer les champs de savoir-faire, les champs d'expertise et les conditions de travail associées à ces champs-là. Et qu'est-ce que ça implique d'être aujourd'hui forgeron versus programmeur 3D et de vraiment un peu réfléchir aux conditions de travail qui sous-tendent les objets en question. Il y a un phénomène un peu similaire qui a évoqué aussi dans une œuvre qui s'appelle The Long Ton, qui est donc la longue tonne, qui date de 2009, où il s'intéresse beaucoup au décalage économique dans la production, encore une fois, d'objets matériels et physiques. Et là, dans cette œuvre-là en particulier, ce qu'il a fait, c'est qu'il a procédé à l'extraction d'un gros bloc, en fait, un bloc d'une tonne de marbre de Chine. Donc, ce bloc-là, vraiment, là, sont arrivés là avec des pépines, machin, puis là, ils ont comme fait une extraction, ils ont shippé le bloc à son premier lieu d'exposition. En fait, même pas dans un laboratoire, un atelier. Et là, ce bloc-là, ils ont été extraire l'équivalent de, c'était 250 kg de marbre de Carrère, le marbre italien. Donc, à peu près un quart de la masse du marbre chinois, qui ont extrait et qui ont ensuite, encore une fois, via des processus de numérisation 3D et par des processus de découpe contrôlés par ordinateur, ils ont fait la découpe exacte de la forme du bloc de Chine, incluant toutes ces anfractuosités, les accidents, les éclisses qu'il y a eu durant le processus d'extraction, tout ça. Donc, on a deux blocs qui ont, en fait, qui sont identiques, mis à part leur veinure, parce que c'est pas une pierre de la même provenance, mais qui ont exactement la même découpe, la même allure, une espèce de découpe un peu aléatoire d'extraction minière, jusqu'à ce qu'on prenne le temps de regarder de très près le marbre de Carrère pour discerner là, vraiment, là, quand on est vraiment à quelques pouces de la pierre en question, voir cette espèce de découpe-là au laser ultra fine à la surface de la pierre, puis comprendre que toute cette espèce de forme un peu aléatoire là, qui a de l'air accidentelle, en fait, découle, c'est ça, d'un calcul extrêmement précis de reproduction, en fait, de la pierre de Chine. Et donc, encore une fois, c'est vraiment un travail d'équivalence des valeurs, équivalence du travail, équivalence des industries entre elles, parce que c'est deux pierres qui ont absolument pas la même masse, mais qui ont exactement la même valeur sur le marché. Donc, un peu, encore une fois, raconter, c'est ça, à quel point ces deux pierres qui viennent de deux mondes différents, avec pas les mêmes processus, pas les mêmes expertises, les mêmes connaissances, pas le même transport, donc pas les mêmes coûts, et pourtant, on les met ensemble, c'est une équivalence exacte sur le plan de la spéculation au niveau du marché. Donc, c'est encore une fois toute une réflexion un peu matérialiste
sur notre rapport à la matière, puis sur le rôle des technologies, les nouveaux processus qui entrent en ligne de compte dans nos manières de valoriser, si on veut, la matière. Puis comment c'est c'est une économie qui est en mouvement, puis l'intégration de toutes ces nouvelles procédures-là qui découlent du numérique s'insèrent là-dedans, puis viennent jouer sur justement la valeur des matériaux, des ressources, du travail humain, et que ça devient une donne qui est super déterminante dans le développement de nos économies. Donc, long petit détour pour vous parler un petit peu de tout le traitement de la matérialité de la matière par les artistes. J'aimerais revenir rapidement à la question du post-humanisme parce que ça joue dans beaucoup de pratiques artistiques qui s'intéressent aux technologies aujourd'hui. Donc, le post-humanisme comme paradigme de pensée tend à remettre en question certaines valeurs humanistes comme l'autonomie d'action et de pensée. Hein? Donc, d'une certaine manière, dans un schéma post-humaniste, l'humain est plus compris comme étant autonome dans son potentiel, c'est ça, de penser tout ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de cohabiter avec d'autres êtres vivants. On porte des bactéries en nous. On en entend tous parler dernièrement de toute cette espèce de faune bactériologique qui cohabite avec nous, qui collabore dans nos processus de digestion, etc. Donc, on commence à se comprendre plus comme des habitats que comme des organismes. On cohabite avec plein de matières, de matérialité qui nous influencent également, et avec plein de machines qu'on a produites et qui prennent une ampleur qui n'est pas tout le temps de notre ressort, en fait, dont on n'a pas toujours le contrôle. Par exemple, des prothèses, la biogénèse, la cybernétique, et évidemment, tout le monde en parle ces temps-ci, l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces espèces de processus-là qui entrent en ligne de compte. Ce que, encore une fois, Ezio Manzini appelle notre seconde nature, en quelque sorte. Et la pensée humaine, un peu comme dans l'exemple des fractales, est profondément relayée par l'intelligence cybernétique, par les espaces augmentés, par les poussées de connaissances par les ordinateurs. On a juste à penser au rôle de Hubble dans notre compréhension du cosmos autour de nous, dans les horizons qui nous sont ouverts pour comprendre notre monde. Donc, le rôle des technologies, des producteurs d'images, de visualisation et le relais que ça occasionne par rapport à notre champ de connaissances. Et là, je prends 2 minutes pour citer Ezio Manzini, en fait, qui nous explique que donc notre condition de démiurge faible, donc on est des créateurs, on produit, mais on n'est pas en contrôle, où on crée à l'échelle locale, mais on ne réussit pas à contrôler à l'échelle globale. C'est à l'origine des problèmes actuels qui, aujourd'hui, plus que jamais, font du système artificiel une seconde nature, aussi complexe que la première, aussi difficile à connaître et à prévoir. Historiquement, l'homme, dans cette dimension physique, avec ses performances neuronales et sensorielles, demeurait le centre de son univers instrumental parce qu'il en constituait toujours l'unité de mesure. L'activité humaine atteint aujourd'hui d'autres niveaux dimensionnels, est entrée dans des espaces et des temps que nous pouvons, moyennant un certain effort, imaginer, mais qui nous sont pratiquement inaccessibles. Donc, c'est justement un peu ce décentrement-là de l'échelle humaine, temporelle et spatiale, qui donne à la technologie un caractère vraiment sauvage, si on veut, et qui la place un peu en analogie avec les micro- et les macro-phénomènes naturels. Si on pense au temps géologique, au temps quantique, aux espaces macrocosmiques. Donc, des rapports d'échelle, la technologie s'incarne dans des rapports d'échelle où on n'a plus accès intuitivement à leur réalité propre. Pensez justement au virtuel, à tout l'intangible, à toute la dimension du virtuel qui nous échappe, autant dans le nuage que dans toutes ses ramifications physiques jusqu'aux carrières, jusqu'aux câbles souterrains et sous-marins qui traversent les océans, tout ça. On n'est jamais en rapport d'échelle et de conscience avec les technologies qu'on engendre dans notre usage de ces technologies-là. Ça nous dépasse, en fait, dans notre réalité humaine et quotidienne. Donc, l'expérience, si on considère que l'expérience de la nature, c'est une expérience de décentrement pour nous, parce que ça nous confronte à toutes sortes d'êtres différents, à des dynamiques qui nous échappent, bien, peu à peu, l'humain, dans sa création technologique, se déloge par rapport à sa propre œuvre artefactuelle, en quelque sorte.
Donc, on est des êtres qui inventent, qui créent, qui engendrent toutes sortes de dispositifs qu'on appelle souvent la technique et la technologie. Mais ensuite, ces dispositifs-là ont des implications propres. On n'en a pas le plein contrôle et on doit cohabiter, en fait, avec cette vie propre-là et avec les conséquences qui sont influencées par une multitude de variables qu'on n'a pas pu prendre en compte. Et ça s'appelle, la complexité, en fait. Donc, ce post-humanisme-là positionne un décentrement humain, en fait, autant par rapport au naturel que par rapport au technologique. Et dans ce décentrement-là, il y a vraiment des postulats humanistes qui sont un peu effrités, comme l'individualisme borné. L'individualisme, c'est vraiment un peu cette idée-là comme quoi on est des êtres autonomes, dotés d'une capacité de conscience, que, tu sais, moi, Jean-Siane Bélanger, je me contiens dans un corps avec, tu sais, mes fluides et mes hormones et tout ça, et que j'ai une conscience, je suis vraiment un être à part entière, et que vient avec ça une autonomie d'existence, le libre arbitre, etc. Et ça, tranquillement, pas vite, ça s'effrite complètement comme compréhension. Notamment avec ça part avec le microbiome, mais c'est quand on regarde l'évolution humaine avec la contamination entre les gènes, les bactériologies, on comprend qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas des êtres insulaires et on est constamment en train de nous transformer au contact d'autres êtres. Je vais revenir à cette diapo-là, mais juste pour justement vous expliquer rapidement. Les premières représentations de la position de l'humain dans le schème du vivant, du naturel, ça nous positionnait tout le temps comme une espèce d'apogée pensante, comme la finalité, en fait, de la nature, ici au sommet du grand arbre, justement, de l'évolution. Et donc, on avait tout le temps un peu cette position-là sommitale qui nous attribuait une valeur d'exception et de distinction par rapport au reste du vivant. Et tranquillement, au fil des années, notamment grâce aux découvertes scientifiques, biotechnologiques, on a commencé à décentraliser notre compréhension du vivant, le fameux arbre phylogénétique qu'on appelle, donc l'évolution des souches génétiques, la diversification du vivant, se décentralise et surtout perd de cette direction. C'est plus une affaire de progrès, en fait. Le vivant ne progresse pas, il fait juste changer. Et ça, c'est la visualisation actuelle de l'évolution phylogénétique. Donc, ça vous donne une idée de la myriade d'occurrences du vivant. Puis ça, c'est seulement le vivant qu'on a documenté, qu'on estime à être à peu près 20% de la réalité. Et nous, tu sais, you are here, là, on est juste là, en fait. Là. Donc, on devient un peu un épiphénomène de l'évolution, en fait. On est un accident parmi d'autres. Donc, tranquillement, pas vite, le schème post-humaniste décentre énormément la valeur de l'humain. Et l'ultime décentrement sur le plan biologique, je dirais, c'est encore une fois ce schème-là du développement phylogénétique, donc les souches génétiques. Mais en fait, tout ce tissage rouge que vous voyez entre l'espèce de toile d'araignée, ça, c'est les contaminations et les transactions de gènes d'une espèce à une autre par les bactéries et les virus. Et donc ça fait pas longtemps qu'on a compris ça, puis qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe malade, là, on récupère du bagage génétique de d'autres affaires, en fait. Puis qu'on est un gros marasme, en fait, une grosse soupe, puis on est très hétérogène, beaucoup plus qu'on l'a compris des siècles de temps, en fait. Donc, c'est un petit détour biologique, mais juste pour parler de cet effritement-là de la compréhension de l'individualisme là, de l'espèce, si on veut. On est en fait. On est barouetté et mélangé aux autres espèces, puis on a beaucoup de gènes en commun avec un paquet d'autres choses qui nous rapprochent beaucoup plus qu'on le croit. Puis un peu en parallèle à ça, il y a l'effritement de ce qu'on qualifiait de l'exceptionnalisme humain, donc cette pensée-là très progressiste que le vivant évolue en complexité, en capacité, en raffinement, et que donc, quand tu étais vers le top, tu étais vers le mieux, là, il n'y a plus de top, en fait, puis il n'y a pas de mieux. Il y a juste de la différence et du changement. Et un peu dans ce grand schème-là, il y a un grand paléobiologiste qui étudie la théorie de l'évolution,
Stephen Jay Gould qui disait Evolution is drunk. Donc, l'évolution se comporte comme un Soulon, en fait. L'évolution avance à tâtons, puis elle s'enfarge, puis elle se cogne, puis il y a des zones d'achoppement, puis il y a des espèces qui s'arrêtent là, d'autres qui continuent. Mais tout ça, c'est très, très accidentel, très hasardeux, comme il n'y a pas de directionnalité, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de finalité, et donc il n'y a pas de moralité, en fait, à y attribuer. Donc ça nous resitue en termes de schème de valeur, si on veut. Et il vient avec ça toute une panoplie de penseurs qui ont développé, en fait, des théories qui viennent amender la vision très humaniste, très centraliste autour de l'humain dans les dernières années. Notamment Donna Haraway qui remet en question complètement le propos de l'Anthropocène qui, encore une fois, resitue l'humain comme étant un acteur tellement important dans les changements géologiques actuels, alors que les bactéries ont fait 100 fois plus que nous en termes d'influencer la chimie des sols, par exemple. Donc il y a encore une fois beaucoup d'angles morts dans l'importance qu'on s'attribue, même sur le plan désastreux ou dystopique. Et donc, elle ramène l'importance de tout le reste de la matérialité, mais aussi, encore une fois, de la technologie des machines. Donna Haraway, c'est une grande théoricienne des technologies et de leur influence sur l'humain. Et Ezio Manzini, effectivement, qui nous parle de technologie, encore une fois, comme ce phénomène-là, d'une telle complexité et d'une telle ampleur, d'une telle imprévisibilité, avec tellement de variables que ça devient en soi une nature, c'est-à-dire impossible à contrôler. Donc, on engendre comme via le numérique, des dispositifs, des phénomènes, des situations avec lesquels on doit ensuite composer sans les contrôler pleinement et qui nous influencent dans notre manière d'être et dans notre manière de nous envisager dans l'avenir. Donc, tout ça, c'est extrêmement complexe. Et l'idée, en fait, c'est absolument pas pour être dystopique, là, puis dire on ne sait pas ce qu'on fait, on s'en va frapper un mur. Non, c'est plus en fait, notre rapport à la technique et à la technologie a toujours été comme ça. Et comme toutes les autres formes du vivant, on n'a jamais eu, en fait, le big picture. On n'a pas la pleine compréhension de la pleine complexité du monde dans lequel on évolue. Et quoi que ce soit qu'on développe, va tout le temps avoir des retours comme ça, imprévisibles, impondérables. Et c'est juste, en fait, c'est simplement, je pense, d'avoir une posture lucide et ouverte par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, pour le meilleur et pour le pire, au déboulement, si on veut, de cette réalité-là. Notamment certaines personnes comme Alexander Psera qui s'intéressent à l'influence des technologies, surtout des technologies, les flux de communication, les réseaux, les médias sociaux et l'Internet sur notre schème d'empathie, notre schème de relation avec les animaux. Et lui, son argument, c'est que avec le développement des technologies numériques, nos capacités, en fait, avec tout le tracking GPS, on est de plus en plus, en fait, on gagne en contact de proximité via la technologie, avec une d'espèces et d'animaux. Et pour énormément, ça, c'est exponentiel en termes de découverte pour les chercheurs, pour les gens qui vraiment font leurs recherches sur les autres espèces. On comprend mieux les espèces, on comprend mieux la diversité des schèmes d'intelligence et on arrête de juste penser qu'on est les seuls êtres intelligents. Et donc, la technologie, dans ce schème-là d'ouverture au reste du monde et en fait de compréhension du reste du monde, ça nous permet d'être des êtres plus empathiques, en fait, plus en contact. Ça ne veut pas dire étudier une chauve-souris, c'est pas l'équivalent d'être dans sa tête et de comprendre. Avec tous ces moyens-là, on est capable de se rappeler comment elle se localise, puis qu'elle pense, puis c'est quoi le sens de l'existence d'une chauve-souris. Mais néanmoins, c'est incommensurablement par l'étude des stimuli, des taux de stress, tout ça, l'étude en fait, carrément en les géopositionnant, puis en suivant leur cheminement, puis en comprenant leur comportement en collectivité, on développe en fait de manière exponentielle notre compréhension des autres espèces et on complexifie énormément leur place et la nôtre, en fait, encore une fois, dans ce grand schème-là du vivant. Et un exemple d'un collectif, pas à proprement parler d'artistes, en fait, c'est plus des jeunes chercheurs en architecture
mais qui ont comme dérapé vers des projets / logique artistique. Donc, deux gars c'est ça, je pense qu'ils faisaient leur doctorat en architecture et qui s'intéressaient aux structures ou aux dynamiques, en fait, aux structures dynamiques, un peu comme les nuées d'oiseaux ou les nuées d'abeilles ou les troupeaux d'animaux, donc toutes un peu les formes de comportement distribués ou d'intelligence collective. Puis comment ces dynamiques-là s'instaurent, comment ça se passe, puis surtout, c'est quoi leur potentiel. Puis pas juste pour les animaux, dans le sens que les humains, des fois, on se comporte comme ça. Là. Dans le sens, il y a juste à penser des fois des grands rassemblements ou des grandes manifestations, puis l'espèce de sentiment totalement exceptionnel d'être ensemble, des fois, qui circule dans ces moments-là. Puis on n'est pas loin là, de la volée d'oiseaux à ce moment-là, dans une espèce de coordination des énergies. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé encore une fois, un système de géolocalisation coordonnés sur des logiciels puis qui ont mis ça, ils ont été chercher, je ne sais pas combien de pigeons qui se tenaient sur les toits des quartiers de Brooklyn. Et là, ils ont un peu comme suivi en fait une volée de pigeons pendant une semaine de temps au-dessus de la ville. À tracker finalement, si on veut, la volée comme telle, puis à étudier, si on veut, la structure de ces volées-là. Donc, on peut un peu dénoter des schèmes structurels quand on est en mode d'intelligence distribuée ou d'intelligence collective comme ça. Comment ça se passe? Comment est-ce que l'individu s'inscrit dans cette collectivité-là? Puis c'est quoi la conjonction, justement, entre l'individuel et le collectif en termes de dynamique? Et c'était aussi une manière pour eux d'essayer de sonder, comment se traduit une ville, en fait, dans un schème de mouvement, comme si on était en train de voler, donc au niveau des pigeons. Puis je pense qu'il y avait comme tout un traitement dans leur logiciel où ils avaient étudié la vision, en fait, chez ces oiseaux-là pour amener comme les phénomènes de distorsion de leur vision propre, pour vraiment essayer de se figurer, en quelque sorte, comment est-ce que ces animaux-là qui sont chez eux, sur les toits de Brooklyn, comment est-ce qu'ils vivent leur environnement immédiat? À quoi ça ressemble chez eux, en fait? Puis un peu de se mettre dans leur peau, en quelque sorte. Donc, il y a un paquet d'exercices comme ça, par des chercheurs, par des artistes aussi, où il y a une espèce de tentative empathique, en fait, de se mettre dans la peau d'autres êtres via des machines, en fait, via la technologie. Un peu dans un autre esprit, mais un peu pour évoquer justement des pratiques qui, dans leur faire, ont rien à voir avec le numérique, mais qui, dans leur regard sur leur monde, ont tout à voir avec le numérique. Le travail de dessin d'une artiste allemande qui s'appelle Jon Voigt, et qui est devenue super, en fait, elle est devenue super réputée pour ses traitements schématiques de la réalité. Donc, elle, ce qu'elle a commencé à faire, elle travaille sur des feuilles là, à peu près grandes comme le plancher ici. C'est hallucinant. Elle est tout le temps comme en petit bas de chaussette. Puis là, elle se promène là-dessus. Puis elle a des genres de perches moutonnées pour comme rien tacher. Puis là, elle trace ces grandes lignes-là à travers son papier. C'est un travail de dessin qui est vraiment hallucinant, qui est très physique, en fait. Là. Elle est tout le temps perchée sur deux jambes, une main, puis elle s'étire. Puis c'est vraiment presque une chorégraphie, faire un travail, faire une œuvre pour elle. Et en fait, tous ces dessins se basent sur... En gros, c'est du traitement de données, en fait. Donc, elle va chercher des données, du data, comme on dit, puis elle va traduire ces données-là dans une visualisation qui est particulière à elle, dans le sens que c'est pas logarithmique, là, c'est pas comme une visualisation de données par ordinateur. Donc, elle va interpréter ces données-là. Donc, c'est pas des schémas qui sont, entre guillemets, rigoureux, c'est une interprétation du réel, mais ça vient carrément emprunter au langage schématique des visualisations de données logarithmiques. Et c'est une perception du monde puis une compréhension de la complexité du monde qui est entièrement appuyée sur le rapport au monde par le traitement des données, puis par la collecte de données, en fait. Puis dans ce cas-ci, en particulier, son dessin, en fait, ça représente puis bon, des grandes ailes, un petit nez croche, un aigle, en gros. Donc, mais elle, au lieu de dire, bon, ben, je vais dessiner un aigle, fait qu'un oiseau, machin, bon, tout ça, elle s'est dit non. Donc, c'est quoi un aigle dans un autre schéma de pensée? C'est des données sur, des données organiques, donc en termes de biomasse, en termes de vélocité, de la forme,
en termes de vitesse de battement de cœur, de la vision aussi, capacité de vision. Mais la vélocité dans l'air, la pression de l'air, une certaine journée en particulier, la température, le climat et les trajectoires de mouvement quand cet animal-là est en vol, etc. Et là, ce qu'elle nous donne à voir, c'est un amalgame de tous ces facteurs-là schématisés en une représentation. Et donc, pour elle, un aigle, c'est beaucoup plus que un oiseau avec des plumes. Puis bon, ça, c'est un phénomène complexe qui est en interaction avec l'air, avec l'eau, avec la pression barométrique, avec la topographie du sol. Et donc, c'est ça qu'elle nous donne à voir, une orchestration de force et d'énergie qui est en œuvre, en fait. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus décloisonné, beaucoup plus variable, et ça nous fait voir la réalité, en fait, dans un schème de complexité, en fait. Au lieu de nous attacher tout le temps à ces représentations-là très discrètes, justement, de nous voir comme des organismes. Donc, ça revient un peu à cette vision-là, encore une fois, post-humaniste, au sens où c'est de regarder le monde dans un schème systémique, de nous comprendre chacun, tous les phénomènes, en fait, du monde comme des phénomènes qui sont en relation dans un schème très complexe d'échange d'énergie, de force, etc., et de représenter ces énergies et ces forces-là en œuvre dans ces dessins. Donc, tous ces schémas ont des allures comme ça. Puis, elle a schématisé des vols internationaux de Boeing 747. Elle schématise tout, en fait. Elle a schématisé la musique de Mozart, un peu dans cet esprit-là, où elle cherchait toutes des variations d'affect, des montées d'hormones quand les gens écoutaient Mozart, etc. Puis, elle mettait tout ça en œuvre. Puis, pour elle, Mozart, c'est ça. C'est un ensemble de facteurs de réponse émotive, physique également, et de résonance sonore qui entrent en jeu tout ensemble. C'est des orchestrations, en fait, d'énergie. Donc, ça m'amène à des organisations de l'espace tributaires, si on veut, des développements technologiques. Un peu comme dans cette discussion-là par rapport à différents types d'espaces que j'aborde aujourd'hui, je repose beaucoup sur la pensée d'un théoricien des médias en particulier, Lev Manovitch. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes, Philippe Aubert, évidemment. Donc, Lev Manovitch, c'est ça, c'est un théoricien des médias qui a vraiment, c'est ça, qui aborde les médias sous toute leur couture, mais fréquemment, en fait, en relation à ce qu'on appelle les cultural studies, les humanités, etc. Donc, vraiment comme l'application des médias dans les sciences humaines, dans la culture également. Et donc, il a beaucoup réfléchi à ces questions-là sur le plan des pratiques culturelles et sociales. Et dans un de ses textes, il réfléchit à deux environnements typiques qui sont largement tributaires des technologies numériques. Il y a l'espace virtuel et l'espace augmenté. Ces deux formes d'espace dont on discute abondamment aujourd'hui et qui sont vraiment assez concrètement présentes dans la vie de la plupart des gens. Mais pour commencer, l'espace virtuel, donc l'espace virtuel, l'idée derrière ça, c'est vraiment un espace qui opère un retranchement du réel par l'immersion dans un environnement qui est comme en parallèle. Puis, on n'a pas besoin d'avoir les technologies numériques pour avoir des espaces virtuels. On n'a rien qu'à penser. En fait, chaque époque produit ses propres espaces technologiques. Puis on n'a rien qu'à penser au rôle du théâtre ou du cinéma des siècles de temps. Et c'était des bulles virtuelles qui étaient comme des espaces de fiction qui roulaient en parallèle, si on veut, de la réalité. Et donc, chaque période génère son virtuel, si on veut. Les opéras jouaient ce rôle-là également, puis il devait y en avoir une multitude d'autres, en fait. La seule chose qui sépare ces univers-là plus historiques de la réalité virtuelle d'aujourd'hui, c'est des différences en rapport d'intensité, donc le niveau d'immersion que ces espaces-là permettent, et aussi le nombre de sens qui sont investis. Quand tu as un casque sur la tête, puis que tu as des odeurs qui sont générées, puis que tu as accès au toucher, c'est un autre niveau d'immersion dans un univers parallèle par rapport à simplement être assis dans une salle de cinéma puis regarder un écran. Donc, c'est vraiment, les seules différences, c'est des degrés d'intensité dans l'immersion, si on veut, mais tout ça, ça se positionne dans un continuum, en fait. Et aussi les différences de complexité.
quand quelqu'un joue avec un casque sur la tête à un jeu collectif en ligne avec d'autres humains qui sont raccordés sur le même jeu et que là, il y a toutes des dynamiques émergentes qui se passent parce que tout le monde, en fait, a une collaboration au jeu, ça devient un autre degré de complexité dans l'expérience virtuelle et son importance en parallèle au réel par rapport à voir, par exemple, une pièce de théâtre qui est entièrement scriptée d'avance puis qui est simplement jouée devant nous, ou un film, en fait. Et à titre de témoignage par rapport à ça, je ramène tout le temps cette histoire-là, mais c'est parce que ça m'a vraiment frappée, là. Le frère de mon chum, donc là, c'est moins exacerbé aujourd'hui, mais il jouait au jeu en ligne comme un malade, là. C'est fou, il passait des heures là-dessus. C'était vraiment impressionnant. Puis j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qu'il peut bien y trouver? Puis bon, ben, c'était son affaire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, et là, lui, il habite au Saguenay. Puis là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je rencontre une fille qui venait du Texas, qui avait voyagé pour le rencontrer, tellement était impressionnée, en fait, par son personnage, par son alter ego virtuel, en fait. Et là, j'ai appris, par la force des choses, que lui, dans son jeu, c'était un druide, puis un druide, c'était vraiment important, c'était comme une grande autorité. Finalement, il était vraiment big, en fait. Il était comme une instance d'autorité, un leader, en fait, dans ce jeu-là. Puis là, j'ai comme réalisé à quel point cet univers-là virtuel, en fait, pouvait fuir ou couler dans le réel. Comment cette fille-là était influencée dans le regard qu'elle portait au frère de mon chum par le fait du rôle qu'il jouait dans cette sphère-là virtuelle, en fait. Puis comment le réel et le virtuel étaient complètement entremêlés en termes de relations sociales pour ces personnes-là. Donc, tout ce phénomène-là de complexité n'était pas nécessairement présent avant. Mais là, avec le fait que tant de gens s'investissent puis développent carrément en parallèle, si on veut, de la réalité de tous les jours sur ces plateformes-là, d'autres schèmes de relations, mais c'est comme des micro-sociétés en parallèle, là. C'est assez impressionnant. Donc, ça, c'est vraiment des phénomènes d'ampleur, d'intensité, de complexité qu'on n'avait pas auparavant. Et quelques exemples, en fait, d'artistes qui essayent de nous projeter dans des univers comme ça, complètement, puis de nous faire vivre, si on veut, sur un autre registre, une forme d'immersion virtuelle. Mais peut-être un cas vraiment classique, presque archétypal aujourd'hui, ce serait l'artiste Ryoji Ikeda, qui génère des environnements immersifs total, en fait, absolu. C'est vraiment quelque chose, marcher dans ces installations. En fait, il y a cette espèce de sublime mathématique-là, cette idée-là, en fait, du numérique qui sous-tend, puis qui interprète tout dans le réel. Et c'est comme si on déshabillait ce réel-là, le ramenait à cette matrice-là qui interprète. Donc, c'est assez impressionnant. Et la plupart de ces installations découlent en fait de visualisation de données réelles. Donc souvent on a affaire par exemple à une schématisation du cosmos avec des calculs de distance entre toutes les étoiles. Puis là on est comme dans des rapports de parallaxe entre plein d'amas d'étoiles. Puis là ça se promène autour de nous. Puis on se sent toujours dans une espèce d'univers un peu à la Tron là comme ça. Donc c'est complètement Ikeda qui amène un peu cette idée-là de la visualisation, de la schématisation mathématique du réel. Mais à une échelle cosmique, en fait, pour nous, où on peut se sentir complètement en immersion dans un environnement qui est traduit en langage mathématique, en fait, autour de nous. Et c'est le cas, en fait, pratiquement tout autour de nous, présentement, est traité numériquement. On émet des données, on en reçoit. Donc, il y a ce sous-texte-là mathématique qui est présent à peu près partout autour de nous. C'est juste que c'est pas tangible, c'est pas visible, ça passe par nos machines, etc. Mais on pourrait en ce moment juste comme réinterpréter tout notre contexte actuel en langage numérique qui est probablement en train d'émettre des données, là, puis juste les mettre en évidence, ces données-là, puis ça nous projetterait dans des environnements de cette allure-là. Une autre artiste qui aborde beaucoup ces questions-là, mais peut-être avec un petit edge critique de plus. En fait, avec une autre approche, c'est une artiste allemande, Ito Steyerl, qui fait engendre beaucoup en fait, elle a fait des films, mais qui projette tout le temps dans des environnements vraiment immersifs comme ça, où en fait, on a l'impression d'être justement en train de jouer à un jeu vidéo interactif. Puis là, ces films partent tout le temps avec un petit peu la même formule.
Ça commence, puis c'est comme ces espèces d'environnements-là saturés, un peu à cheval entre YouTube, des jeux vidéo en ligne, très divertissant, c'est très ludique. Puis là, tranquillement, pas vite, là, il y a comme des difficultés là, qui rentrent dans les scénarios. Dans le cas de Factory of the Sun, il y a des travailleurs qui doivent travailler à maintenir la luminosité du soleil en ligne, mais là, eux, ils sont mal rémunérés, puis en fait, sont piégés dans leur travail. Ça nous ramène beaucoup à la fracture du numérique. Donc, Ito Steyer, essaye beaucoup d'exposer les dynamiques derrière tous ces environnements-là numériques sur le plan, justement, des conditions de travail, des structures économiques et des inégalités sociales, en fait, là, mais qui sont au service là, de la grosse machine virtuelle. Puis elle essaie d'intégrer ça dans des fictions virtuelles, justement, qu'elle nous fait passer un peu comme justement, des réalités virtuelles divertissantes, etc. Donc, on est comme pris au piège du divertissement. Puis finalement, on devient empêtré dans des histoires pas mal sombres, avec beaucoup de monde exploité. Puis on sort de là avec un goût, disons, légèrement amer dans la bouche. Là. Donc, on sort de ces expériences-là très, très, très mitigées, en fait. Donc, toutes ces possibilités-là, tu sais, que ces artistes-là génèrent à partir de simples 0 et 1, en fait, à partir de ce simple langage binaire-là, et qui nous traduisent ça, en fait, dans un langage matriciel qui traduit avec pas mal d'éloquence, je trouve, un peu le sublime mathématique qui sous-tend le traitement numérique du réel. Et ça nous ramène en plus, surtout dans le cas de Ito Steyer, comment, tu sais, elle travaille beaucoup, beaucoup à partir de la saturation d'informations qui est disponible sur Internet, puis l'information indiscriminatoire, là, donc elle va piger dans tout ce qu'elle peut trouver, en fait, là. Puis ça parle beaucoup, en fait, aussi de cette idée-là des données massives, de l'accessibilité à une espèce d'amplitude d'information hallucinante et que les gens qui vont être des infographistes, qui vont faire de la visualisation de données ou qui vont composer artistiquement du matériel qui fait sens à partir de cette banque de données-là, à partir de cette ressource-là, ces gens-là vont être un peu les oracles de l'avenir, c'est-à-dire ça va être les détenteurs de pouvoir parce qu'ils vont savoir composer avec cette matière-là et faire du sens. Et eux vont être les grands communicateurs des prochaines années. Donc, je pense que dans son travail, il y a vraiment l'idée, en plus de la littératie, en fait, de l'accès à cette information-là et du traitement de cette information-là qui est en jeu. Puis qu'en fait, il y a carrément un peu une hiérarchie, si on veut, de penseurs qui selon elle, s'installe en fonction de la capacité de travailler ce matériel-là, en fait, au lieu de simplement y être assujetti, comme la plupart d'entre nous, en fait. Donc, l'autre espace qui est engendré un peu par rapport à la réalité numérique, c'est l'espace augmenté qui est tout autour de nous, en fait. En fait, à chaque fois que vous avez un petit peu la tête ailleurs, puis que finalement, pendant que, tu sais, dans un cours ou quoi que ce soit, j'ai un étudiant qui se met à checker ses courriels sur son téléphone ou qui regarde Facebook, on est dans une relation d'espace augmenté, c'est-à-dire des mondes s'imbriquent les uns dans les autres avec des rapports d'information qui interfèrent et une capacité d'être là et d'être ailleurs à la fois. Ça m'arrive de plus en plus souvent maintenant, disons, mettons que j'enseigne un cours et là, on parle d'un artiste, tout ça, et là, dans le vif du moment, l'information est relayée, quelqu'un est allé chercher sa bio, sort un autre projet, puis là, il y a comme un relais d'information, là, mais dans l'immédiat, en fait. Donc, je pense qu'il y a toute une génération qui entre naturellement dans cette ère-là de l'espace augmenté où l'accès à l'information est juste systématique, en fait. Et qu'on évolue dans des environnements où on est tout le temps en train d'avoir de l'information supplémentaire par rapport aux environnements qu'on côtoie. Oui? Ah oui, donc précision justement en temps réel. Donc Simon Starling, c'est ça, qui était anglais finalement et non écossais. Je n'étais pas certaine. Bon, merci pour cette précision-là. Donc exactement dans ce genre-là. Donc c'est ça. Puis en gros, en fait, ce qui est essentiel de comprendre, l'espace augmenté, en fait, souvent dans notre quotidien, c'est un immense gain. C'est que tout d'un coup là, où qu'on soit, et tu sais.
quoi qu'on aborde, en fait, on a accès à une expérience enrichie par une plus-value informative, en fait. On a accès à des tonnes d'informations en simultané, en synchronicité avec l'expérience qu'on vit d'une manière incarnée. Donc, il y a ce savoir-là désincarné qui vient informer ce qu'on vit d'une manière incarnée. Et souvent, c'est vraiment pratique et c'est vraiment le fun. Mais il faut comprendre que pour accéder à toute cette information-là, il faut que nous, on en donne, en fait. On accepte de se géolocaliser. Donc, nos appareils sont localisables partout et on fournit énormément d'informations pour avoir accès à cette information-là. Et on en parle tout le temps, mais c'est le fameux trade-off pas mal caché des technologies aujourd'hui. Donc, même chose avec les réseaux sociaux, etc., où nos informations sont transigées, en fait, par des compagnies privées. Et donc, dans toute situation de réalité augmentée, il va y avoir une importation de données en direction des satellites, de l'espace, qui transigent l'information. Et il va y avoir une captation de données en provenance du sol vers les satellites et qui vont être emmagasinés dans des serveurs, dans des stations de données, etc. Donc, l'espace autour de nous devient systématiquement enrichi de données ajoutées, en même temps qui émet des données via des caméras de surveillance, nos propres GPS, les applications numériques sur tous nos appareils, les téléphones intelligents, etc. Et donc, ce que Lev Manovich fait ressortir dans son texte, qui est fort intéressant, c'est le lien extrêmement serré entre l'idée d'une assistance et d'une surveillance. Et qu'à chaque fois qu'on bénéficie d'une assistance, c'est-à-dire avoir accès à l'information, on accepte de se faire surveiller, en fait. C'est vraiment une relation qui est directe. Et on en vient à comme fonctionner dans un espace où on accepte, si on veut, entre guillemets, ce contrat-là qui n'a jamais été pleinement énoncé. Hein. Souvent, là, on commence à en parler, mais c'est quelque chose qui a comme pris du temps, en fait. Et donc, dans ces dimensions les plus ludiques, optimiste, etc. Un exemple, par exemple, ce serait toutes les applications, tous les logiciels qui sont disponibles pour regarder, avoir accès à de l'information en temps réel sur le ciel étoilé. Donc, par exemple, sur votre téléphone, vous téléchargez une application. Même quand il fait nuageux, vous sortez dehors, vous vous positionnez, puis là, en fonction de votre positionnement, vous avez accès à toutes les constellations, les noms d'étoiles, leur distance. Bref, vous avez accès au cosmos dans lequel vous vous positionnez. Puis quand on y pense, c'est quand même merveilleux. C'est comme via la technologie, on a le potentiel à une échelle individuelle, intimiste même, de comme nous ouvrir sur le plan de la conscience par rapport à tout cet environnement-là, qui a un ordre là, incommensurable de l'environnement, puis de nous repositionner à chaque nuit sur notre petite poussière d'étoiles, puis de comprendre en fait cette nature-là vraiment grandiloquente dans laquelle on se positionne. Donc, les technologies peuvent être des grands catalyseurs de conscience, en fait, quand on le voit sous cet angle-là. Sous un angle un petit peu plus dystopique, un peu dans la même idée. Donc ça, ce serait un exemple d'une situation gagnante, c'est-à-dire où l'assistance ou l'information qui nous est procurée est vraiment fort intéressante. Puis là, tu dis, d'accepter, mettons, d'être géolocalisé pour avoir accès à ça, c'est pas mal win-win, go. C'est un bon deal. Un peu dans l'autre spectre, l'autre approche, je donne comme exemple une œuvre faite par un artiste, Jean-Pierre Aubé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a exposé à différents endroits. Jean-Pierre Aubé, il a développé tout un logiciel qu'on voit ici à droite qui est basé sur une collecte de données de géolocalisation qui ont été... en fait, c'est une liste de tous les satellites qu'on qualifie de satellites pirates, c'est-à-dire des satellites secrets, en fait. Faire un petit aparté rapide, là. Donc, depuis les années comme 50, quand les satellites ont commencé, il y avait comme une entente comme quoi tous les satellites qui partaient dans le ciel devaient être catalogués. C'est-à-dire que leur géopositionnement, leur trajectoire autour de la Terre, puis leurs activités de documentation, là, la captation de données qu'ils faisaient devait être cataloguée à quelque part, donc
comme qu'il y ait un peu une transparence, puis qu'on sache qu'est-ce qui est dans notre ciel. Puis depuis comme 10-20 ans, là, il y a eu un changement de balancement total, puis je pense qu'il y a plus de la moitié, en fait, des satellites en ce moment dans le ciel qui ne sont plus catalogués. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas leur trajectoire, on ne sait pas quelles données ils captent ni pourquoi. Puis la plupart de ceux-là, c'est des satellites militaires, évidemment, donc pour de l'information classifiée. Mais il y a aussi des satellites commerciaux qui sont plus transparents. Bref, on perd un petit peu le contrôle côté on se fait surveiller par qui et pourquoi, en fait. Et donc, ce que Jean-Pierre Aubé a fait, c'est que, en fait, il y a une armada de gens, des hackers, des ingénieurs, qui fouillent sur le web et qui donnent l'information, la géolocalisation de ces satellites pirates-là. Puis là, ils ont tous des petits noms non officiels, bon, tout ça. Et donc, Jean-Pierre Aubé a comme fouillé dans ces listes-là de pirates et d'ingénieurs pour monter son catalogue de satellites secrets, en fait. Et là, il a monté un logiciel qui les géolocalise en temps réel dans le ciel immédiat. Donc, par exemple, ce projet-là, je l'avais montré à la Galerie d'art Foreman à l'Université Bishop l'hiver dernier. Donc, en temps réel, dans la galerie, là, il y avait comme un speaker à côté, puis là, il y avait une voix. À chaque fois qu'un de ces satellites-là était rendu au zénith, au-dessus de la galerie, donc directement au-dessus de nous dans le ciel, la voix donnait ses coordonnées, puis en fait, son numéro d'identité, son nom, si vous voulez. Puis sans blague, là, il y en avait au moins 2 à la minute. Là. C'était sans arrêt, constamment. Et là, on le voyait sur son logiciel, les trajectoires qui se cumulaient au fil de la journée. À 10 heures le soir, tout arrêtait, puis ça repartait table rase à 9 heures le lendemain matin, juste pour pas trop accumuler de données, puis pour que le système puisse rouler pendant toute la durée de l'exposition. Et l'image que vous voyez à gauche, c'est le cumul de toutes les trajectoires des satellites pirates qui ont circulé dans le ciel montréalais au-dessus de l'atelier de Jean-Pierre Aubé pendant 31 jours. Donc, ça vous donne une identité, encore une fois, de la quantité. Puis c'est un peu, pour lui, cette œuvre-là, c'est un peu pour nous montrer comme, tu sais, souvent on regarde le ciel la nuit puis on est comme, tu sais, genre The Last Frontier, c'est comme la dernière nature sauvage, tu sais, le cosmos, l'univers, bon, tout ça. Mais en fait, là, c'est une autoroute, là. Puis c'est jamais, c'est clogué, en fait, de satellites. Et ces satellites-là nous regardent, nous documentent, nous prennent en photo. On est assujettis à leur regard, sans qu'on ait donné notre consentement. Et c'est vraiment... donc, on est constamment en train de se faire observer, en fait. Et donc, pour Jean-Pierre Aubé, c'était important pour lui de monter une œuvre qui, comme traduisait ce pendant-là, si on veut, de cet univers-là augmenté, où on est tout le temps là à bénéficier d'informations, tout ça, sur nos appareils, là. Mais il y a ça, en fait, qui est constamment en train de nous soutirer de l'information. Donc, c'est un peu l'envers de la médaille, si vous voulez. Un peu dans un autre esprit, Clive Holden, qui est un artiste torontois, mais qui est originaire de l'île de Victoria, sur l'île de Vancouver. C'est un artiste qui travaille beaucoup avec Internet et les ressources en ligne. Et il avait produit cette œuvre-là qui en fait, avant, était disponible en ligne. C'était super le fun de l'avoir. C'est dommage. Et comme je pense qu'elle est rendue désuète sur le plan technologique, donc elle a été wipée. You're Being Remembered, c'est une œuvre super poétique. C'est vraiment beau. C'est une projection, une double projection. Donc, 2 films. Puis quand on le regarde en ligne, c'est fait, en fait, pour être vu en ligne. Tu sais, tu peux pas les partir immédiatement en même temps parce qu'avec ta petite souris, il faut que tu fasses clic. Puis là, tu fais clic à côté, comme si c'était, 2 lecteurs, là. Bon. Ce qui fait que les 2 films sont tout le temps légèrement décalés. Puis les 2 films n'ont pas la même durée non plus, ce qui fait qu'ils se décalent entre eux. Donc, à chaque nouvelle itération du film, l'agencement des 2 projections est jamais la même. Et il y a comme, si on veut une dégradation narrative là, qui s'opère à chaque itération. Et c'est toute une histoire auto-fictive. Donc, il part de ses propres origines, ses propres souvenirs. Ça se passe à Victoria.
Et là, il retrace un fait divers fictif. Donc, un individu comme son voisin qui aurait été témoin d'un meurtre il y a quelques années, mais qu'est-il vraiment arrivé, machin, machin, une genre de petite intrigue, ce qui l'amène à retourner à Victoria. Mais là, ce qui est intéressant, c'est dans la manière, les structures narratives pour nous rendre compte de cette histoire-là fictive, c'est-à-dire que ces deux plans oscillent tout le temps entre lui qui se déplace en fait dans l'environnement, qui se rend à Victoria, qui marche dans son ancienne rue, tout ça, et qui se filme en train de revivre ces environnements-là, et des espèces de zoom-in, zoom-out par Google Maps qui rentrent constamment, mais par vue aérienne, dans l'intimité des quartiers de Victoria et qui ressort, puis c'est tout le temps intercalé aussi avec des lieux de surveillance, donc pris via Google Maps, donc les champs de pavots en Afghanistan, le Pentagone à Washington. Donc il y a cette espèce de sous-narration, de surveillance intercalée dans un récit très poétique, qui est axé sur la question de la mémoire, l'effritement des souvenirs aussi, puis il y a une espèce de musique vraiment romantique en plus. En tout cas, c'est comme étrange. On sait pas trop où se situer entre une espèce de tension de surveillance versus une trame narrative qui nous porte là vraiment dans les émotions puis la mémoire. Et ce décalage-là, cette espèce de dégénérescence-là narrative, à chaque itération, ben ça parle un peu de l'effritement des souvenirs puis de la perte en fait de justesse dans la mémoire des événements, tout ça. Donc c'est un dispositif, à même la structure itérative de l'œuvre qui nous évoque comment la structure de nos souvenirs, en fait, puis comment la mémoire est faillible, puis qu'on perd tranquillement les traces. Donc, un peu dans cet esprit-là, tous ces nouveaux médias-là, ces types d'œuvres-là amènent des formes narratives qui ouvrent notre rapport à l'espace, complexifient notre relation à l'espace, mais qui peuvent aussi retravailler le temps, en fait, puis qui peuvent fragmenter, désenclaver, rallonger ou rendre le temps cyclique. Donc, vraiment jouer, en fait, avec ces repères-là, défaire un peu la rationalité de l'espace, puis défaire, en fait, la linéarité du temps, puis nous remettre dans des rapports pas mal plus complexes, d'une certaine manière. Et peut-être une des artistes canadiennes que moi, en fait, ce serait l'artiste canadienne que j'associerais le plus, en fait, à cette idée-là de l'espace augmenté. Ce serait Janet Cardiff, que je présume que certains d'entre vous connaissez peut-être. C'est une artiste qui roule depuis, mon Dieu, depuis quand elle roule, elle? Les années 90 au moins, si ce n'est pas avant, peut-être même les années 80. Et ce qui est intéressant d'elle, en fait, elle a produit des œuvres qui sont exceptionnel sur le plan d'incarner cette idée-là de l'espace augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ses premières occurrences, ses premières versions, il n'y avait rien de numérique dans son travail. Technologie oblige, là. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle en est venue à être super connue pour ce qu'on appelle ses marches auditives. Donc, elle développait tous des dispositifs sonores qui était pensé pour être joué pendant que les gens déambulaient dans l'espace. Donc, ce qu'elle faisait, par exemple, elle en a fait dans le métro de Montréal. Donc, ça partait du Musée d'art contemporain. Puis là, elle a enregistré toute une trame sonore avec, encore une fois, de la fiction narrative, des bruits, tout ça, spatialisé. Pendant qu'elle se déplaçait dans le métro de Montréal, elle prenait le métro, elle faisait une couple de stations, elle marchait dans la rue, bon, tout ça. Puis là, elle finissait par revenir au Musée d'art contemporain. Et là, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle travaillait simplement avec des enregistreuses, bon, tout ça. Mais elle spatialisait son son. Donc, elle travaillait tout le temps avec un mannequin, avec des micros à différents endroits. Ce qui fait, puis ensuite, elle montait sa trame narrative, qui est vraiment un dispositif auditif. Donc, c'est pensé pour être utilisé comme antérieurement avec des vieux Walkman, aujourd'hui avec des téléphones intelligents et des écouteurs. Et là, le son est super spatialisé. Donc, les gens prennent ces marches auditives, se promènent, et là, il y a comme une superposition entre le son réel et le son fictif. Et sérieux, c'est vraiment schizophrène comme expérience. Ça montre en fait la puissance du son, du domaine auditif comme dans l'expérience du réel, en fait. Donc, par exemple, tu te promènes dans le métro, puis il y a tous les sons ambiants, mais là, il y a quelqu'un qui chuchote dans la nuque, là. Mais c'est vraiment comme... C'est comme cette espèce d'intimité-là, de proximité-là, mais en fait, qui n'est pas réelle. C'est vraiment très, très, très efficace. Puis elle a commencé avec des marches qui étaient simplement auditives, puis ensuite, elle a augmenté
avec de la vidéo, en fait, tranquillement pas vite. Puis là, évidemment, aujourd'hui, avec les processus numériques, c'est comme ce que devait lui prendre des mots, toutes les... un peu ces schèmes de détermination d'itinéraire, tout ça, tout le mois à construire doit se faire en une fraction de temps aujourd'hui. Donc, c'est un peu pour mon temps de préparation qui était impliqué, puis l'enregistrement dans ces recherches de marche. Et là, si vous le voulez bien, on va juste écouter, ça dure peut-être à peu près 5 minutes. C'est comme une marche en particulier, ça va vous donner une idée. Là, c'est sûr, à Montréal, c'est franchement pas idéal, là, parce que son travail, normalement, serait conçu pour écouter dans des écouteurs, pour qu'on sente la spatialisation sonore. Là, on va entendre ça dans des haut-parleurs, puis dans un son qui vous est rediffusé. Je sais pas à quoi ça va ressembler, OK? Mais bon, dites-vous que normalement, là, vous auriez ça dans vos oreilles, puis il y aurait là, justement toute une spatialisation sonore qui se passerait par rapport à l'œuvre. Turn the camera on. Press the video button. Ça marche pas? I'm sitting here right now with you. C'est tombé étrange. C'est comme si le lien ne suivait pas. Pourtant... Ouais, c'est comme si la fenêtre s'ouvrait. OK, ce que je vais faire, ce sera pas long. Non, je vais peut-être juste... Mettons que... Ah, mais là, c'est comme s'il avait décroché complètement. Là, c'est comme si j'ai... Ça, c'est pas mon écran, donc j'ai l'impression que ça a comme complètement décroché, là. Toi, tu as mon image, mais pas là? OK, OK. Parce que c'est pas mon... Ah, c'est bien étrange. C'est bien étrange. Oui, c'est ça qui était... Mais regarde, si je vais dans mon menu en haut, là, on le voit. C'est vraiment... Oui. Puis là, mon diapo, ah, mais le diapo embarque, mais pas le film. Que c'est bizarre. Puis si je vais sur Internet, ça embarque pas plus non plus. C'est bizarre, hein? Fait qu'il y a comme pas moyen. C'est comme s'il y avait une autre image qui était ouverte, mais t'as rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre. Puis c'est comme si la seule chose qui transmettait, c'était le diapo quand je l'ouvrais, mais il ouvre rien d'autre. Ben là. Ben, on va peut-être laisser faire. Mon Dieu, c'est triste, hein? C'est dommage. Oui, ben en fait, oui. C'est dans le diaporama, là, donc ouais, non, ça je l'avais nommé. Mais en fait, il s'agit juste de googler ça, en fait, puis ça se retrouve là, très, très, très facilement. Puis l'idéal, c'est vraiment de l'écouter avec des écouteurs. Là, vous allez avoir comme vraiment la pleine sensation. Mais en fait, ce qui était vraiment intéressant, elle, c'est qu'elle a un modèle super efficace qui est relativement low-tech, on s'entend là. C'est vraiment, comme je dis, elle faisait ça avec des enregistreurs au départ. Là, tout ça, elle a juste augmenté les effectifs en ayant accès à des téléphones intelligents, tout ça.
Et là, elle, son dispositif, c'est vraiment, c'est d'arriver à entasser, si on veut, du virtuel dans le réel. C'est vraiment le cœur de son travail. Donc, à travers des narrations, qu'elle vient enchevêtrer dans une déambulation qui, elle, est dans l'espace réel. Elle arrive à enchevêtrer, c'est ça, le réel, le virtuel, dans un niveau là où, à un moment donné, on n'est plus capable de faire preuve de discernement. Surtout sur le plan visuel, on est évidemment capable de voir qu'est-ce qui est dans notre écran, qu'est-ce qui l'est pas, mais sur le plan sonore, ça devient hyper confondant. Et c'est d'une efficacité vraiment absolue. Donc ça, c'était juste, je trouvais que c'était un modèle, en fait, d'une artiste fort talentueuse qui arrive à nous donner le même niveau d'immersion dans la fiction, dans le virtuel. Par exemple, qu'un casque de réalité virtuelle, mais avec un dispositif autrement plus simple, en fait, plus rudimentaire. Puis, en fait, le cœur de son travail, c'est vraiment de puiser dans la puissance du son, en fait, comme réponse sensorielle qui nous fait vraiment embarquer, en fait, puis qui nous confond dans notre rapport au réel. Donc, pour la question de l'espace augmenté, c'est vraiment un exemple par excellence où, dans un même espace, à travers ces schémas-là narratifs, elle arrive à imbriquer en fait des temporalités différentes, puis nous faire circuler dans un espace qui est stratifié en fait, puis qui est même par moments anachronique. Il y a beaucoup de ces marches comme ça où elle nous retranspose dans des époques antérieures où il y avait la guerre, par exemple. J'en ai fait une à Londres, puis là c'est les bombardements, bon, etc. Donc c'est comme c'est de nous faire déambuler dans un lieu où là tout d'un coup il y a une stratification temporelle, une stratification événementielle aussi, et là on vit cet espace-là sur plusieurs registres en simultané, en superposition en fait. Un autre artiste récemment qui a beaucoup utilisé un peu cette logique-là de l'espace augmenté, mais qui l'a amené justement dans un lieu très scénarisé au théâtre, en fait, c'est Robert Lepage. Évidemment, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu sa pièce 887. Bon. Qui est toute une pièce très autobiographique, qui parle vraiment de justement ses propres souvenirs par rapport à son enfance, puis à un Québec un Québec d'antan, etc. Encore une fois, comme Lepage arrive à avoir recours, en fait, dans une grande simplicité, d'une manière très spontanée et libre, aux technologies, aux téléphones intelligents, tout ça, des technologies qu'on utilise à longueur de journée, notre petite lampe de poche là, sur le téléphone, notre caméra, retourner la caméra vers lui-même, etc. Et il nous met dans un rapport d'espace augmenté avec des espaces miniatures qu'il a construits, tout ça, et en fait, il met l'espace augmenté au service du travail de la mémoire, des souvenirs, de l'affect, de l'intimité aussi. Fait que c'est tout un registre, en fait, qu'on ne voit pas nécessairement si souvent, qui est comme un retour vers une certaine intériorité que Lepage arrive à activer, en fait, avec ces dispositifs-là. Donc, au lieu de nous ouvrir vers le reste du monde puis nous complexifier notre rapport au reste du monde, c'est comme un retour sur lui-même puis nous faire un peu rentrer dans tous les méandres de ses souvenirs, sa psyché, etc., là, qui nous donne à voir par ça. Et finalement, peut-être... ça, c'était juste un petit exemple. Je voulais vous ramener simplement parce que ça a eu lieu ici à Sherbrooke. En fait, c'est dans le cadre d'Espace Média qui avait été organisé par Sporobol. Un artiste, Aram Bartol, qui s'était inspiré d'un jeu... c'est quoi donc le nom de ce jeu-là? Je le savais. Counter-Strike, oui, que je joue à chaque jour, évidemment. Non, pas pantoute, je sais même pas c'est quoi. Mais c'est un jeu comment on appelle ça, un one-person shooter, là, dans le sens, un jeu à protagoniste, là, où tu te promènes dans un environnement puis il faut que tu tues des méchants. C'est tout ce que je sais. Puis là, c'est un espèce d'environnement classique de, justement, là, de cours médiévales, de cours de bétonné ou de prison, tout ça, avec un espèce de décor classique de jeux vidéo. Et là, lui, en fait, avait investi la prison Winter, merci, à Sherbrooke. Et il avait fait produire, en fait, on voit ici là un peu
le fini de ces fameuses boîtes, de ces décors. Il avait produit des décors vraiment directement inspirés du jeu qui avait simplement posé en fait dans la cour de la prison Winter. Puis en fait, ça changeait complètement la connotation du lieu. Puis en fait, ça devenait presque automatiquement cette espèce de situation-là qu'on pouvait totalement attribué à un jeu vidéo, en fait. Donc, ça nous ramenait finalement notre environnement quotidien immédiat dans cette espèce d'univers fictif-là, un peu à intrigue, à suspense du jeu vidéo. Puis, en fait, c'était un peu, encore une fois, un commentaire sur la connotation des espaces bâtis autour de nous, puis nos modes relationnels, en fait, dans la fiction avec ces lieux-là. Et finalement, mon Dieu, on va finir un brin plus tôt. Manifest Art, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un collectif un peu engagé qui s'est mis à travailler avec la réalité augmentée, donc Augmented Reality, où ils utilisent la technologie pour infiltrer des milieux, des événements artistiques qu'ils jugent trop enclavés, cloisonnés, élitistes ou stratifiés, si vous voulez. Donc, c'est un commentaire. Ils utilisent la réalité augmentée pour vraiment être incisif, en fait, infiltrer des milieux artistiques et porter un commentaire critique sur la stratification de ces milieux-là, la hiérarchie de ces milieux-là, l'autorité des discours, les critères qui sont comme pas tout le temps très, très justifiables, etc. Et ils en ont fait, en fait, vraiment beaucoup au MoMA. Ils ont infiltré le MoMA. Et donc, on avait des moments où, puis là, j'imagine, ils envoyaient comme des espèces de calls sur Internet, de genre, on a une expo, allez au MoMA, checkez ça, bon, tout ça. Fait que là, tout le monde, des foules, en fait, débarquaient avec leur téléphone. Puis, regardaient les murs vides, en fait. Donc, ils infiltraient toutes les espaces interstitiels entre le contenu qui était montré au musée. Puis là, souvent, c'était du contenu qui agissait un peu comme avec un contre-discours, en fait. Donc, de l'art comme plus populaire ou en fait, des courants ou des mouvements ou même des thématiques qui n'auraient pas été montrées, en fait, au moment, qui ne concordent pas avec leur mandat ou avec la vision de leur administration courante, etc. Donc, c'était l'idée d'infiltrer une institution avec un contre-discours, puis en fait de pluraliser, si on veut, les voix, les identités qui pouvaient être montrées dans ce lieu-là. Et donc, c'était tout un questionnement sur les institutions dites publiques, puis à qui appartiennent vraiment ces espaces publics-là et qui a lieu de se prononcer dans ces lieux-là, qu'est-ce qui fait autorité, qu'est-ce qui a lieu d'être considéré comme un discours qui est à la portée de tous, etc. Donc, vraiment, une réflexion sur le cadre d'inclusivité. À un tel point qu'à un certain moment donné, on a commencé à essayer de contrôler le phénomène. Puis, je ne sais pas si ça marchait, je ne sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils checkaient tout le monde dans les salles, puis c'était comme non, range ton téléphone, je ne sais pas, là, c'est... enfin, je ne sais pas à quel point... Donc, c'est une réalité, c'est là qu'on voit où... Puis, je veux dire, on s'entend, je suis sensible aux institutions, j'en dirige une, je sais comment c'est important d'incarner avec rigueur et excellence une vision, un mandat, puis qu'il y a des choses qu'on peut montrer, d'autres choses qu'on peut pas, qu'on est tous, un peu... quand on représente ou qu'on travaille dans des institutions, on représente une vision, puis on est encadré par cette vision-là, et c'est normal d'être dans un cadre restrictif. Donc, je comprends le moment d'essayer de contenir le phénomène quand même. Eux cherchent à, veut pas, contrôler leur propre voix, à se positionner dans un milieu, puis à garder le contrôle là-dessus, mais ça montre comment, en fait, la réalité augmentée, le virtuel, les dimensions numériques, ça devient une espèce de nouvel espace public qui se coule dans l'espace réel, qui remplit les cracks et les interstices. Et en fait, c'est un phénomène, pour l'instant, en fait, encore suffisamment fuyant que, en fait, le contrôle est autrement plus complexe. Et des institutions comme le MoMA ont besoin de complètement revoir leur politique. J'imagine qu'à un moment donné, ils doivent être capables de, je sais pas, peut-être mettre un firewall, je sais pas quoi, là, qui empêche ça. Mais ils sont confrontés à des nouvelles dimensions, en fait.
d'incursion et d'incursion sur leur mandat, sur leur vision, sur leurs propos, en fait. Donc, je vais terminer sur cette note-là. Oui, c'est Manifest AR. Ouais. Donc, testé par la réalité augmentée. Et si vous allez, bon, eux autres, on s'entend, sont essentiellement en ligne, là. Et si vous allez sur leur site web, vous allez, je veux dire, ils ont infiltré la Biennale de Venise à répétition de cette manière-là, la Documenta, bref, pas mal tous les grands événements et les grands lieux, là, incluant des collections permanentes. Donc, bref, se sont fait beaucoup de fun, en fait. Donc, c'est ça. Puis, en fait, ça reste à voir. Reste que ce collectif-là se range tout le temps dans un schème où il montre un art relativement marginal, un art qui circule jamais, disons, dans le milieu plus discursif de la discipline, tout ça. Donc, vraiment un art qui n'a pas de plateforme autrement que via ce canal-là, puis que là est finalement montré, et des œuvres médiatiques, etc. Mais ce serait intéressant de voir, même, tu sais, en fait, de voir des artistes qui sont dans la biennale rétorqués via la réalité augmentée, puis en fait d'être là sur plusieurs registres à la fois. Là. Donc, c'est peut-être quelque chose qui, ça va finir par se développer avec le temps. Mais je sais que les biennales de Venise, de Manifest Art, sont rendues dans une certaine mesure aussi connues que la biennale en soi, là, dans le sens que quand les gens se rendent, c'est quelque chose que les gens regardent ou portent attention en même temps qu'ils visent de visiter la biennale comme telle.